Salut tout le monde, c'est KZR et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle review sur Saint Seiya épisode G et on va s'attaquer au tome 3. Donc à la fin du tome 2, on s'était laissé sur Ayolia qui allait à Jamir pour trouver Mu pour faire réparer son armure. Et donc à la fin du tome 2, il l'avait trouvé. Ici dans le tome 3, on reprend dès le début avec Mu qui explique à Ayolia qu'il ne peut pas réparer son armure tout simplement parce que son armure est morte et que pour réparer une armure morte il faut donner du sang, le sang du porteur ou d'un chevalier, et vu que c'est une armure d'or il faut donner du sang d'un gold, mais tellement de sang que la personne qui donne son sang meurt. Donc il y a une petite rixe qui va se lancer entre Ayolia et Mu. On va penser en tout cas au début que Ayolia se bat avec Mu parce qu'il ne veut pas réparer son armure. En fait leur petit duel c'est un leurre tout simplement parce qu'il y avait des ennemis qui étaient cachés juste derrière eux et ils font semblant de se battre pour faire baisser la garde de leurs ennemis et pouvoir les tuer d'un seul coup juste après. Cependant, même après avoir battu les ennemis, il en reste encore un très puissant, ils sentent vraiment un cosmos hyper fort, hyper puissant. Et la personne qui va du coup se révéler n'est autre que le titan Japet ou Japet, je sais pas vraiment comment on le prononce. Et ce titan, donc c'est le deuxième titan qui s'est réveillé et c'est un être qui est très puissant parce qu'il maîtrise des attaques qui déforment l'espace et le temps. Donc il va y avoir un combat au début entre Ayolia, Mu qui vont affronter Japet. Japet, alors je sais plus si c'est Mu ou si c'est Japet, je crois que c'est Mu qui va les déplacer avec sa télékinésie pardon. Et du coup le combat va juste être entre Mu et Japet. Ça va vraiment être un combat qui est très 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 intense, un super combat avec une super chorégraphie et on a enfin une mise en scène où on comprend un peu plus. Alors c'est pas non plus incroyable, mais comparé au tome 2 où on comprenait rien, là on a vraiment un super combat avec des super effets visuels, on comprend qui attaque qui, où est la tête de qui, donc ça là-dessus c'est plutôt clair. Et en plus dans ce combat, on va vraiment présenter Mu et on va notamment présenter toutes ses techniques. Chaque technique en fait va répondre à une des attaques de Japet et va contrer tout simplement le titan. Et donc c'est vraiment un super combat. On va voir aussi que Japet, en plus de maîtriser des attaques qui déforment l'espace et le temps, il va pouvoir invoquer en quelque sorte et surtout diriger un Hécatonchir, donc qui est aussi une sorte de divinité avec, je sais plus, 50 têtes et 100 bras, ou 100 têtes et 50 bras, je ne sais plus. Héca c'est 100 et Shir, je crois que c'est la tête, donc c'est 100 têtes, ou bras, je ne sais plus, j'ai un petit doute. En tout cas, ils vont donc faire appel à cette créature pour attaquer Mu, qui va quand même réussir un petit peu à résister, notamment avec son Crystal Wall ou ses différentes attaques. Et le combat, du coup, il est vraiment très serré, on se demande comment Mu va réussir à survivre, tout simplement. Et finalement, chose qui est plutôt incroyable, c'est Chronos lui-même, donc l'esprit de Chronos, parce que son corps est encore emprisonné, c'est l'esprit de Chronos qui va tout simplement mettre un terme au combat, qui va dire à Japet, je ne t'ai jamais demandé d'aller attaquer qui que ce soit, t'as pas obéi à des ordres, donc tu vas être puni. En gros, il lui dit ça. Donc tu rentres, c'est tout, et puis tu vas te faire châtier, tu vas te faire défoncer. Donc le combat s'arrête comme ça, Japet se casse, tout simplement. Et Mu, qui est quand même pris un peu cher, voilà, il est au repos. Et il va dire à Ayolia, ok, c'est bon, je vais réparer ton armure. Et donc, du coup, il va réparer son armure. Pendant ce temps-là, on va aussi avoir un petit peu le côté des titans. On va rappeler aussi l'objectif des titans, parce que ça c'est un truc que j'ai pas dit dans les reviews des tomes 1 et tome 2. L'objectif des titans, c'est de récupérer une arme, alors j'oublie le nom parce que le nom est très compliqué, c'est tout simplement l'arme de Chronos, parce qu'en fait leurs armes, chaque titan a une arme qui a été forgée par Gaïa, et chacune de ces armes en fait peut se transformer en armure. Ça s'appelle une soma, donc l'armure des titans c'est la soma. Et cette arme, du coup, l'arme de Chronos, elle est où ? Elle est sous la statue d'Athéna, je crois. Elle est scellée sous la statue d'Athéna. Et donc l'objectif, c'est de récupérer cette arme pour que Chronos puisse être libéré, avoir son armure et défoncer tout le monde. Donc on va avoir quelques petites informations sur les titans. Pourquoi Pontos essaye de les aider, etc. Et ensuite, on va avoir un passage qui est extrêmement intéressant sur Shura. On va avoir tout simplement Shura qui va se rappeler de l'assassinat d'Aiolos, puisqu'il a participé à son assassinat, et il va se rappeler que ce qui l'avait étonné durant la tentative d'assassinat d'Aiolos, c'était que Aiolos, il avait un cosmos très gentil, très doux, et surtout il essayait absolument pas de se défendre. Il encaissait les coups, mais il attaquait pas. On avait l'impression qu'il voulait pas blesser Athéna. Et ça, Shura, ça l'a un petit peu perturbé. Donc il a quand même mis 6 ans pour tilter, mais voilà, c'est pas grave. Et il se dit, putain, c'est quand même bizarre. Quand je vois Ayolia, j'ai l'impression de voir Aiolos. Et Ayolia, c'est un gars, il dégage quelque chose de gentil, de cool, de bon. Donc du coup, Shura, il se dit, est-ce que j'aurais pas fait une erreur en tuant Aiolos ? Donc il va voir le grand pop, tout simplement pour lui parler.
Et du coup, Saga, qui est le grand pop, il est un petit peu pas trop chaud de discuter de ça avec Aeolia. Et Shura demande, avec Shura, pardon, pas Aeolia, et Shura demande où est c'est un des Gémeaux qui a disparu, je sais plus quoi. Et du coup, il dit, il est derrière toi, il y a l'armure des Gémeaux qui est vide, qui apparaît, et qui attaque Shura. Donc Shura se défend, il utilise Excalibur, et là, l'armure, elle est vide, donc elle tombe par terre, il est un petit peu surpris, il fait, où est-ce qu'il est, le chevalier des Gémeaux? Et t'as Saga qui dit, c'est moi, voilà, je suis pas le grand pop, j'ai pris la place du grand pop, et il lui envoie donc son attaque, là, le Genmauken, donc l'illusion démoniaque en français, pour essayer de le soumettre, pour tout simplement qu'il soit de son côté. Et chose incroyable qu'on n'a jamais vue dans Senseiya, le Genmauken ne marche pas sur Shura. Shura arrive à passer au-dessus de l'illusion, du contrôle mental, et essaye de tuer Saga. Et Saga est donc obligé de réutiliser une deuxième fois son Genmauken pour soumettre Shura, mais en fait il va pas essayer de contrôler son mental, il va simplement utiliser son illusion pour soumettre ce qu'il appelle sa justice, son sens de la justice. Et du coup, en faisant ça, Shura va être manipulé tout simplement et va changer sa manière de penser la justice. Et du coup, il va accepter le fait que Saga ait fait ça pour la vraie justice entre guillemets. Mais ça, c'est un élément qui est super important parce que ça explique enfin pourquoi Shura a connaissance simplement de l'imposture de Saga et n'a rien fait. Alors par contre, ça dépeint un Shura qui n'est ni comme le manga, parce que dans le manga, Shura c'est un petit peu un extrémiste de la justice et il défend vraiment le grand pop. Et dans l'animé, il s'est complètement fait berner. Du coup, c'est un mélange des deux. Le Shura d'épisode G, c'est un mélange des deux, mais au moins, on comprend pourquoi Shura accepte de suivre le grand pop. Et du coup aussi, on comprend pourquoi à la fin, quand Shiryu se sacrifie pour le tuer, il va se repentir, simplement, contrairement à un Deathmask ou un Aphrodite, lui il a été manipulé. Donc là-dessus c'est plutôt bien fait, c'est plutôt une bonne idée et ça rend assez bien. Et enfin on va terminer tout simplement le tome sur encore une partie sur les titans, et les titans tout simplement qui sont que 2, ils sont pas assez nombreux pour aller attaquer le sanctuaire, enfin ils se sentent capables mais en vrai ils sont pas assez nombreux, et du coup Pontos leur dit détendez-vous, je vais envoyer les titans, les géants à la place de vous, comme ça vous me laissez le temps de ressusciter les titans et les géants ils vont s'occuper des golds, ça va bien se passer. Et du coup dans les prochains tomes ça va être les géants qui vont attaquer les golds tout simplement, donc une nouvelle caste de personnages donc, qui vont attaquer les golds. Ce tome est vraiment pour moi un des meilleurs en tout cas de ceux que j'ai lus, parce qu'on a enfin, on continue encore un petit peu à présenter les personnages, mais là on se centre vraiment à chaque fois sur un personnage. Donc, c'est on va dire le début de la présentation individuelle des Golds et de leur relation qu'il y a entre Aeolia. En plus de ça, on a un super combat entre Mu et Jappé. Et Mu, c'est un personnage que j'apprécie énormément et je trouve que dans son combat, ils l'ont vraiment mis en valeur, ils ont vraiment montré sa sagesse, sa puissance et tout. C'est vraiment un super combat. Et on a aussi, comme je l'ai dit, l'interaction entre Shura et Saga, le fait qu'on sache pourquoi Shura obéit à Saga, le fait aussi surtout qu'il se soit un petit peu rebellé concrètement, puisqu'il s'est souvenu, il s'est un peu douté que l'assassinat d'Aiolos c'était quand même un petit peu bizarre. Donc là pareil, plein d'éléments qui viennent enrichir le lore de Senseiya. Donc pour des gens qui ne connaissent pas Senseiya, c'est des éléments comme ça qui sont intéressants, mais pour quelqu'un qui a lu vraiment Senseiya, ce tome il est vraiment d'une richesse incroyable. En plus, il s'améliore sur le dessin, sur la chorégraphie, etc. Les personnages sont toujours très bien développés, la personnalité est super bien mise en avant, super bien développée, le background et les relations entre les personnages est super cool. On a plein d'informations sur l'univers global. Franchement, ce tome-là, c'est un super tome qui est bien meilleur que le tome 1 et que le tome 2, en termes de narration, d'explication, etc. Mais aussi en termes de mise en scène, on a enfin un combat où on comprend quelque chose. On comprend ce qui se passe, on comprend les interactions, la puissance, etc. Là-dessus, c'est super. En plus, on a des attaques qui sont particulièrement étonnantes, avec des attaques qui peuvent ressembler à du Saga, puisqu'il y a de la manipulation d'espace-temps, mais sinon, c'est vraiment super top. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce tome. Si vous avez des questions, des petites demandes sur le tome, des petites précisions à avoir, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.